Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Sommet de l'AES et de la CEDEAO, des rencontres qui secouent, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO, a déclaré le général Abdrahman Chani, président du Niger. C'était ce samedi à l'ouverture du premier sommet des États de l'Alliance du Sahel. Ils ont en outre annoncé la création de la confédération de ces trois pays. En réciprocité, le président de la commission de la CEDEAO a énuméré lors du 65e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale de lourdes conséquences que pourrait engendrer la sortie des pays de l'AES. Toutefois, la CEDEAO a désigné le président sénégalais et togolais comme facilitateurs auprès des pays de l'AES. Quelle analyse de ce sommet? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités, Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat et analyste politique au téléphone, Yida Seydoudia, le spécialiste des questions sécuritaires et de gouvernance, Mahamadou Doukouré, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FISI Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous suivez sur 85 radios et 3 télévisions. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. De l'Alliance des États du Sahel, le président de la transition du Mali, de Burkina Faso et du Niger ont annoncé la création de la confédération de ces trois États. Objectif éloigner la communauté de la mainmise des puissances étrangères, a indiqué le général Abdrahman Chani, suivant sa réaction. Nos délibérations permettront assurément d'adopter l'armature juridique et institutionnelle permettant de donner corps et identité à la Confédération Alliance des États du Sahel. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. C'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. J'approuve également le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel. Ida Seydoudial, quelle lecture faites-vous de l'annonce de la création de cette confédération entre ces trois États? Bonsoir d'abord Imrana et bonsoir à nos téléspectateurs. Et d'abord pour revenir à ce que vient de dire le président du Niger, la création de la fédération des États, de la confédération des États des États du Sahel, c'est une bonne chose dans un sens, parce que nous allons aujourd'hui vers une union d'États qui va permettre à ces États qui se voyaient sous le joug, disons, du colonisateur, aller vers une indépendance totale. Parce qu'à travers la lecture de certains chefs d'État, on les entend dire que nous étions toujours pas indépendants comme on le souhaitait. Et d'ailleurs, lorsqu'on a décidé d'aller vers cette confédération, on nous a envoyé certains intellectuels ou des esclaves intellectuels du salon. Donc tout le monde sait ce que cela veut dire. Donc aujourd'hui, aller vers cette alliance, aller se retrouver au sein de cette confédération, permet à ces États, qui ne sont pas des jeunes États, mais des vieux États, de retrouver encore plus de la liberté pour aller en avant. Voilà ce que vous pouvez dire à ça. Vous avez dit que c'est une bonne chose dans un sens. Et dans un autre sens? Bon, dans tous les sens, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Maintenant, pour que ça soit plus bon, il faut prendre une bonne direction. Par exemple, même si on prend le cas de la CEDEAO, ce n'était pas la CEDEAO qui n'était pas une bonne chose, peut-être les directives. Donc maintenant, si on décide d'aller vers
l'Alliance des États du Sahel, il faut vraiment choisir le meilleur des directions à emprunter. Parce que si on n'emprunte pas les bonnes directions, tout l'effort fourni, tout ce qu'on va initier comme projet, va tomber dans l'eau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Fizi Mali, quelle analyse faites-vous de l'annonce de la création de la Confédération des États du Sahel? Bon, Fizi salue cette initiative de nous entendre pour qu'on ait voix au chapitre pour dire aux Maliens ce que nous pensons de la situation actuelle. Donc, nous remercions Studio Tamani et tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Fizi se reconnaît dans ce qui vient de se passer. Fizi soutient à 100% cette décision parce que c'est l'histoire qui se recommence. En 60, nous avons voulu faire des alliances solides pour aller vite et bien pour le bonheur de nos peuples. Ceux qui nous ont empêchés de le faire hier, prenons la fédération Mali-Sénégal, ça a été cassé pour un rien, pour des histoires d'ego, d'individus qui se sont mis au-dessus des peuples, au-dessus de l'histoire, parce que nous formions avant un seul peuple, le Sénégal et le Mali. Nous formions la même zone géographique qui partage les mêmes réalités et les mêmes objectifs. Mais d'autres, enfin, je veux dire qu'à l'époque, c'était la voix de son maître. Le maître a vu autre chose en ça et il s'est mis à casser la chose. Les Sénégalais ont pris le pot cassé et nous aussi. Vous prenez à l'indépendance l'alliance Ghana-Guinée-Mali. Modibo, Kwame Nkrumah et Sékou Touré s'étaient mis ensemble pour les mêmes objectifs. Mais à tout moment, le maître revient toujours pour dire ce n'est pas la voie qui m'intéresse, allez-y sur ce. Mais comment nous allons dans les mêmes universités? Nous avons les mêmes facultés humaines. Pourquoi je dois attendre des instructions de l'autre pour faire du bonheur à mon peuple? Je salue ces jeunes-là. Je salue l'initiative et Fizi ne ménagera aucun effort pour que cette alliance soit forte, qu'elle donne tache d'huile et qu'elle soit un exemple. Vous prenez la CEDEAO en entier. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Ceux qui veulent nous sanctionner ne sont pas en guerre. Ceux qui veulent nous sanctionner ne perdent pas leurs enfants, leurs femmes, leurs biens tous les jours. C'est nous trois qui en souffrons. On nous a voilé un moment en disant on vient vous aider. Mais nous avons dit aide-toi, le ciel t'aidera. Merci pour les aides. Je vais paraphraser un peu en bambara. Soronado est tien. Maintenant, ma tonta la mfasou kankunchi. Toi, tu as autre chose à voir là-dedans. Tu veux bien m'aider. Mais il faut que tu m'imposes tes dictats. Ça veut dire que tu es là pour autre chose. Donc, si Dieu a fait que les trois pays ont eu des patriotes, des fils dignes de ce pays, parce que les trois ont vécu la guerre. Les trois ont vu la mort. Ils ont vu leurs copains mourir sous leurs yeux. Leur réalité est celle de quelqu'un qui est dans son bureau feutré. Ce n'est pas la même chose. Donc, nous interpellons les populations et surtout la jeunesse. Assimi a dit que votre ère est arrivée. S'il échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. Ça, il faut beaucoup réfléchir à ça. Nous avons traîné 50 ans pour voir arriver cette équipe-là. Si jamais les Blancs reprennent la main sur nous, vous en aurez encore pour 50 ans. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour que cette alliance soit une réalité, pour que cette alliance réponde aux préoccupations majeures des populations concernées. Dans le temps, il n'y avait pas de frontières entre nous. Le Burkina est né après 1924. Quelqu'un s'appelle aujourd'hui burkinabé, hier il était soudanais. Il était ivoirien. Il y a eu des concours de circonstances qui ont fait ça. Donc nous restons soudés par le sang, par l'histoire et par... D'accord, vous avez sali. Est-ce à dire que les présidents des transitions ont-ils le poids nécessaire d'engager ces pays dans une confédération? Si ils sont suivis par leur peuple. Ces présidents-là ne sont pas élus, ok. Mais c'est les peuples qui les ont poussés à être dans cette position. Au Mali, tu as vécu la situation. On était au bord de la catastrophe. Il a fallu le bras armé pour mettre fin à tout ça et qu'il n'y ait pas de carnage. Donc, c'est vous dire que les élus sont là par leur parti et partisans. Mais ceux-ci sont là par la volonté du peuple. Mais est-ce que le peuple a demandé d'aller en confédération? Justement, le peuple n'a pas demandé. Mais ceux qui nous dirigent en savent mieux que toi et moi. On pense différemment dans un château que dans une chaumière.
Ce qu'ils savent au jour le jour, à la seconde, toi et moi, on est loin de les savoir. Mais nous leur faisons confiance. Quand on se fait confiance, on sait qu'ils ne sont pas venus pour s'enrichir ou par envie de pouvoir. Ils sont venus parce que le peuple a crié. Ils ont entendu le cri du peuple. Ils sont venus au secours du peuple. Et nous pensons que Fusil, on mettra tout en œuvre pour que ces décisions soient une réalité afin que demain, nos populations aient un mieux-être. Voilà. Maître Cheikh Omar Konaré, vous êtes avocat et analyste. Vous êtes analyste politique. Alors, dites-nous, quelle lecture d'ailleurs faites-vous de cette annonce de la création des États de l'Alliance du Sahel à Niamey au Niger? Maître, vous êtes là? Allô? Maître, vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, je disais tantôt que vous êtes avocat et analyste politique. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de l'annonce de la création de la confédération entre les États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Bonsoir et je salue tous vos auditeurs. Je pense que l'AES est le début de la réalisation du rêve des pères fondateurs de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, des pères de l'indépendance. Vous vous souvenez que Modibo Keïta et Senghor avaient tenté de mettre sur pied, ou avaient même mis sur pied une fédération qui a implosé par la suite. La fédération incluait même des pays lointains comme le Bénin. Ça a implosé suite à des querelles de leadership et un peu aussi à cause des intrusions extérieures. Thomas Sankara avait tenté plus tard une expérience révolutionnaire qu'il voulait exporter un peu partout en Afrique, une expérience de souverainisme, de prise en main du destin du peuple africain par lui-même. Cette expérience également a tourné court parce que Thomas Sankara a été assassiné. Par la suite, Muammar Kadhafi, du haut de ses pétrodollars et de son aura personnelle, avait tenté de réunir toute l'Afrique dans le cadre d'une confédération en visant une fédération. Mais lui aussi, il a fini par être assassiné. Parce que le regroupement des Africains ne fait pas l'affaire de ceux qui vivent de l'Afrique. Je vais parler des impérialistes. Je vais parler de ceux qui sucent le sang de l'Afrique. Je ne nommerai pas de pays ni de dirigeants. Et c'est d'autant plus que, de tout temps, ces impérialistes ont vécu de la politique du diviser pour régner. Pour pénétrer, par exemple, en Afrique occidentale, le colonisateur français avait joué sur le fait qu'il fallait opposer tantôt Ella Djoumar à Samori, tantôt Samori à Babemba, tantôt Babemba à tel autre. Donc c'est par des artifices comme cela qu'ils sont parvenus à nous maintenir divisés. Donc l'AES, c'est le début de la réalisation de l'unité, de réalisation de l'unité africaine. Ça, c'est un. Mais est-ce que... De deux, oui. Allez-y, de deux. De deux, l'AES, c'est le début de la réalisation de la souveraineté de l'Afrique. Maintenant... ça, c'est à votre entendement. Ça, c'est moi qui parle, non? Maintenant, il y a des écueils qui peuvent paraître même rédhibitoires. L'un de ces écueils, c'est que ces trois pays réunis ne pèsent pas lourd économiquement et n'ont pas beaucoup de moyens économiques. On va en parler. On va en parler. Deuxièmement, nous sommes entourés
par des puissances, si vous voulez, qui ne veulent pas de l'évolution de l'AES. Je vais parler de l'Algérie qui ne veut pas d'une grande puissance à ses postes. Je vais parler de la CEDEAO dont nous venons. Nous allons parler de la CEDEAO plus tard. Nous allons parler de la CEDEAO. Mais d'abord, ces chefs d'État de l'AES ont-ils procédé à la voie normale avant d'engager ces nations dans une confédération? Oui, mais une confédération, ce n'est qu'un début. Hein. C'est-à-dire qu'une confédération, c'est la délégation de certains pouvoirs à des organes que des États décident de mettre en place. Il n'y a pas encore de fédération. Chacun garde son gouvernement et ses politiques. Mais on a décidé de mettre dans un pot commun certains points, certaines parties de l'action des pouvoirs publics. Ça peut être une partie de la diplomatie, une partie des finances, une partie de ceci ou cela, mais l'autorité politique unique n'est pas encore née. Donc chacun garde, si vous voulez, un pied dans la maison et un pied dans la confédération. D'accord. Maintenant, si ça marche bien, on va vers la fédération. D'accord. Ida Seydou Dial, voilà. Donc au moins c'est la première fois que des pays réussissent ça en Afrique. L'Union africaine existe depuis combien d'années? Depuis 1960. C'est toujours encore. Je rappelle que c'est toujours encore une volonté politique. Ce n'est pas encore une réussite. Ida Seydou Dial, les chefs d'État de l'AES ont-ils vraiment procédé à la voie normale avant d'engager ces pays-là dans cette confédération? Bon, dans un sens, on peut dire, parce que quand on prend l'État, c'est une continuité. Donc, chaque chose aussi a son temps. Donc maintenant, on dit, il y a un proverbe qui dit, celui qui se trouve dans la pirogue au moment où elle veut savourer, c'est cette personne qui va dégager l'eau dans cette pirogue. Donc c'est arrivé au moment où ils sont là, ils ont eu l'idée. Donc malgré que c'est des présidents de transition, ils ne sont pas démocratiquement élus, mais en tout cas l'idée est venue où ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc ils ont voulu engager les États dans ce sens. Comme disait Maître, ils étaient dans un pouvoir, il faut diviser pour régner. Donc maintenant, c'est à eux, les chefs d'État, de trouver une politique, d'unir pour régner, pour que la Confédération aille bien. D'accord, je rappelle que vous êtes également juriste et vous enseignez droit à l'université. Ne devrait-il pas consulter d'abord le peuple à travers un référendum comme le stipule la Constitution du Burkina Faso dans son article 147? Je reprends cet article 147. Les accords consacrant l'entrée du Burkina Faso dans une confédération, une fédération ou une union des États africains sont soumis à l'approbation du peuple par référendum. Ok, donc là vous m'amenez dans un autre sens parce que je suis enseignant, j'enseigne le droit aussi, mais j'enseigne le droit privé. Mais ce qui concerne l'État, c'est le droit constitutionnel. Donc dans ce sens, moi je dirais, je suis pas ici en tant qu'expert juridique, mais je suis là en tant qu'expert de la sécurité. Et n'oublie pas aussi que nos trois États se trouvent dans une période exceptionnelle. Raison pour laquelle il faut mettre d'abord les droits à côté, il faut mettre les intérêts personnels à côté et voir l'intérêt général et aller vers ce qui arrange les États pour vraiment qu'on sorte de ce problème qu'on a. Donc, une fois sorti de ce problème, on peut essayer de voir quelles sont les règles juridiques qu'on veut mettre en place pour rendre la confédération plus solide. Faut-il ignorer le droit au profit de l'intérêt commun? Non, en des moments de combat particuliers, il faut des méthodes particulières. Là, on fait un peu fi du droit, parce que le régime même, ce sont des régimes d'exception qui ont été imposés par la situation générale. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas aller faire un référendum pour demander si on doit adhérer à cette affaire. Tu vois, le Mali reprendre un référendum avec tous les coûts et la situation sécuritaire, non. Les priorités... Le Mali, dans son article 180, ne demande pas un référendum, mais la République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou d'intégration comprenant l'abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Merci. Bon, j'allais en venir. Cet article, c'est depuis Modibo, l'indépendance. Non, c'est l'article, la Constitution du Mali du 22 juillet 2023. C'est là qu'ils ont repris ce qui a été dit en 60.
La première constitution du Mali dit que le Mali est prêt à abandonner partout ou totalité de son territoire en vue de réaliser l'unité africaine. Et dans ton hymne national, on parle de la même chose. Il faut souvent rappeler l'hymne à la jeunesse pour qu'ils sachent que tout a été dit dans notre hymne. Même la situation de ou sur les remparts, au-dedans ou dehors, on est dans cette situation aujourd'hui. Ces pays-là n'ont pas le temps de revenir dans les textes pour avancer. C'est des périodes d'exception, il faut prendre des mesures exceptionnelles pour qu'on en sorte. Moi, je crois que le peuple tu as vu les réceptions, les Nigériens, ils ont adhéré à 1000%. Tu as vu les présidents marcher 10 km, bain de foule. C'est tout ce que le peuple africain, le peuple ouest-africain voulait voir. Maintenant, les détails, avec le temps, il faut d'abord implanter. Maintenant, la forme, on la mettra au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais l'essentiel, voir tout juste, est-ce qu'on a le temps de réfléchir, est-ce qu'il faut fédérer les armées? Ça devient une obligation incontournable. Et les droits de poursuite chez les voisins, ils l'ont déjà acquis. Mon frère, si on veut sortir de cette situation, les petits détails de texte, il faut en sortir. On fait face à l'urgence, on fait face à l'essentiel tout de suite, on gagne du temps. Maître Konaré a parlé des causes qui ont fait échouer les fédérations du Mali et également et celle du Ghana avec le Mali. Est-ce qu'il y a des garanties concernant cette confédération pour qu'elle soit une réussite cette fois-ci? Est-ce qu'il y a des garanties? Attention, cette fois-ci, vous êtes des jeunes, vous êtes des intellectuels capables de réfléchir plus vite et plus loin que ceux de 60. On a échoué ici, on a tué les présidents. Nous en étions contents. Je vais vous dire, les gens parlent de Modibo. Nous, on était là. Hein. Moi, j'étais pionnier d'honneur sous Modibo. Quand Modibo est tombé en 68, on était au mois de Carême. Le peuple de Mali a manifesté pendant 3 mois pour manifester son soutien à l'armée. Et comment ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé? Cette même armée a été renvoyée. Je ne parle pas d'un président, mais ça a été le cas. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est de réveiller les peuples. Ils ont pris le devant, ils sont même en avance par rapport à nous autres. Il faut que nous prenions le train là où ils ont mis et que chacun, en ce qui le concerne, fasse de son mieux pour que cette affaire la réussisse. Nous sommes sortis de la voie de son maître. Ils n'ont plus de maître, ces jeunes-là. Comme si voilà. Maître Konaré, la concrétisation de cette confédération est-elle faisable? La concrétisation de cette fédération est-elle faisable? Oui, mais c'est ce que je vous disais au début. Que le début de la réalisation de la véritable unité africaine. Depuis 1960, en Éthiopie, les chefs d'État viennent faire leur kermesse et on n'aboutit à rien. Mais aujourd'hui, voilà 3 pays qui vont créer l'embryon d'une véritable fédération. Et il faut d'autant plus croire à cette initiative que, ces chefs d'État, ces 3 pays n'ont pas demandé un franc à quelqu'un. Mais quels sont les défis à relever pour que cette concrétisation soit réelle? Oui, mais je suis en train de vous le dire. Les 3 pays n'ont pas demandé un franc à quelqu'un, donc ils vont réaliser ça sur les deniers nationaux. 2, ils ont tous intérêt parce qu'ils ont le même péril terroriste chez eux. 3, ils ont tous intérêt à réussir parce que tous 3 sont activement combattus par la communauté internationale. Bon, donc, ça, c'est des éléments qui vont les souder. Et pourquoi les autres initiatives ont échoué? Parce que les gens n'étaient pas soudés. D'accord. Alors, quels sont... si vous-même vous êtes... Quels sont donc, selon vous, les avantages d'une telle confédération? Mais l'union vaut toujours mieux qu'aller isolément. Les 3 pays-là peuvent, par exemple, mettre en commun leurs ressources minières et obtenir de la Russie des fonds, des investissements, des armes et des technologies. Par exemple, qui va nous donner l'énergie nucléaire si ce n'est pas la Russie?
Avec l'énergie nucléaire, c'est terminé pour les coupures de courant et tout. Pourquoi la France tient tellement au Niger? C'est l'énergie nucléaire. Et la technologie nucléaire, nous, on ne l'a pas, mais les Russes peuvent nous l'enseigner. D'accord. Donc, ça va créer, au niveau du Sahel, une sorte d'État rattaché à la Russie outre-mer. D'accord. Ida Seydou Dial, une volonté politique affichée pour la création de la Confédération, quel impact sur la circulation des personnes et de leurs biens? Bon, là, je pense qu'il ne faut pas qu'on anticipe pour le moment, parce qu'au moment où ce qu'on avait entendu dire hier, certaines personnes sur les réseaux sociaux et autres, on n'en est pas arrivé là. Mais n'oublie pas aussi que nous sommes en Afrique et nous sommes des Africains. Et il y a certaines choses que les gens murmurent. Moi, je ne crois pas que ces choses pourront être réalisées. Dire que le Sénégal, je prends ce pays par son nom, ou dire que la Côte d'Ivoire, je prends aussi ce pays par son nom, va interdire aux Maliens d'amener leur bétail pour vendre ou exporter du ciment du Sénégal pour vendre au Mali, que ça va être un problème un jour, je n'y crois pas à ces choses. Je pense que c'est juste des clignotants ou peut-être des sommations. Moi, je parle plutôt de la libre circulation entre ces trois États qui ont créé la Confédération. Oui. Comment la libre circulation de ces personnes et de leurs biens va-t-elle être une réalité? Bon, là, c'est simple. Parce que les frontières, on peut même dire qu'il n'y aura même pas de frontières entre ces trois États pour faciliter la circulation. Les frontières sont ouvertes à tout individu venant de ces trois pays. Chacun peut aller librement. Si tu quittes le Burkina pour venir au Mali, c'est comme si tu es chez toi. Un Burkinabé qui va au Niger, il est celui. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour vraiment prendre ça comme un défi ou bien comme un obstacle au développement de cette confédération. D'accord. Maître Konaré parle tout de suite de l'aide de la Russie qui pourrait aider ces pays-là à avancer. Est-ce à dire que ces pays-là n'ont pas le moyen nécessaire de leur ambition? Non, il faut reconnaître que ces pays ne peuvent pas aujourd'hui avoir ces moyens parce que ceux qu'on a quittés ne voulaient pas qu'on l'ait. Ils n'ont rien fait pour le développement de leurs colonies, de leurs partenaires que nous étions. C'est pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire par rapport à la circulation, libre circulation des biens, des hommes, avant, pour aller en Côte d'Ivoire, il fallait un laissez-passer. Ça existait, ça revient dans les débats. Mais nous, on a vécu, pour que moi j'aille en vacances, j'allais à la sûreté, prendre un laissez-passer sans quoi je n'avais pas le droit de fouler le territoire ivoirien. Donc si on me dit la même chose, moi j'en sais déjà quelque chose. Deuxièmement, pour que le Malien circule en Côte d'Ivoire, il faut la carte de séjour. Donc c'est pas nouveau quoi. Ils veulent faire peur à ceux qui n'en savent pas, qui penseront que on a déjà vécu ça. Ça ne nous inquiète nullement pas. Comme il a dit, nous sommes liés économiquement sur tous les plans. Et le cas du bétail qu'ils ont pris, le Sénégal n'est pas organisé pour assurer son approvisionnement en viande. Donc il faut qu'on se fasse des ouvertures. Les populations elles-mêmes dans ces pays-là vont gérer cette situation. Wallah, c'est lui qui va s'opposer à cette interconnexion humaine, machin, tu auras ton peuple devant toi. Toi, tu ne connais pas les réalités parce que tout est donné au palais. Mais le citoyen qui est là va souffrir. Ils ont coupé les alocos un moment. Vous avez la parole, vous allez garder la parole, on va y revenir. Pendant ce temps, la CEDEAO alerte sur les conséquences de ce retrait. Avant toute décision, l'organisation sous-régionale désigne Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, comme facilitateur de la CEDEAO, suivant la déclaration de Oumar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO sur le retrait de l'AES. Le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que le ministre de la Défense de nos États membres viennent de convenir d'activer. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène
international. Dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien des blocs en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et des organismes similaires. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. D'accord. Est-ce à dire, il disait tout à l'heure que le retrait portera un coup dur à la CEDEAO. Est-ce à dire que ces pays pèsent lourd dans l'espace de l'organisation sous-régionale? Voyez un peu, ces pays de la CEDEAO ont des ports. Nous n'avons pas de ports et nous vivons de ces ports. Ils viennent, les 5 dernières années, d'investir des centaines de milliards pour moderniser leurs ports à cause de nous. Si demain on ne venait pas dans ces ports, peut-être que les trucs collatéraux, chacun va sentir quelque chose. Mais coup dur pour eux et pour nous. On y est parti, on a mesuré toutes les conséquences possibles. Maintenant, à chacun de se protéger au mieux, sans quoi c'est irréversible. Dans son discours, il parle de lutte contre le terrorisme. Qui a échoué dans cette lutte? Et pendant ces temps, combien de milliers de Maliens sont tombés? On ne doit pas nous parler de lutte contre... depuis leur départ, nous sommes à Kidal. Depuis leur départ, nous contrôlons au moins 80% de notre territoire. Mon frère, l'histoire est là, l'histoire récente. Ces gens-là doivent avoir honte de nous parler de lutte contre le terrorisme parce que c'est eux qui ont créé le terrorisme. Il disait également que le Mali pourrait perdre des voix de la CEDEAO pour l'élection au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine. Et également, les conditions de voyage seront également affectées. Ces mesures sont-elles raisonnables? C'est pas raisonnable. Ils sont allés trop vite en besogne. Vous décidez, dans le même discours communiqué, de sanctionner et vous décidez de créer une commission pour aller négocier. Alors, où est la réalité? Il fallait commencer par la négociation. En cas d'échec, on serait allé à des graduations de sanctions. Mais vous êtes déjà, ils sont habitués à la menace. Ils sont habitués, c'est la voix de son maître, ça ne vient pas de ces chefs d'État-là. Ça vient d'ailleurs. Une fois, on nous a dit, je vais les convoquer, ils vont sanctionner les différents pays. Ça s'est passé comme ça. Je vais les convoquer, ils vont faire une troupe pour aller tuer leurs frères. On a vu ça. Mais est-ce qu'ils ont pu le faire? Quelle troupe viendra s'attaquer au Mali aujourd'hui? Quelle troupe viendra s'attaquer au Niger? Non, mais il faut évoluer avec le temps. Ces menaces-là ne portent plus. Ces menaces ne portent plus. Non, non. Maître, ces menaces ne portent pas selon vous? Ah? Ces menaces ne portent pas? Les menaces de l'organisation sous-régionale, notamment, il parlait de coups durs que ce retrait pourrait apporter non seulement à la CEDEAO, mais aux pays de l'AES, dont les conditions de voyage seront affectées. Moi, j'ai toujours été partisan de couper la poire en deux. Moi, à titre personnel, j'aurais préféré que l'AES existe à part, mais soit membre de la CEDEAO. OK? Afin de ne pas mettre en péril les acquis économiques que la CEDEAO a réalisés au cours des décennies. Mais maintenant, il a été décidé au plus haut sommet de l'AES qu'on ne reviendrait plus dans la CEDEAO. Irrévocable. Et donc, les chefs d'État savent pourquoi ils ont pris cette décision. Maintenant, si cette décision est prise, le divorce devient total. Et je ne pense pas que les menaces brandies par la CEDEAO vont être mises à exécution. Parce que si vous dites que les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés doivent prendre des visas pour aller au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il faut aussi ajouter que les Ivoiriens et les Sénégalais vont demander des visas pour venir dans ces trois pays. Ça, c'est bien. De deux, un avion qui quitte le Sénégal
pour aller, par exemple, au Bénin, mais ou en Algérie, il va falloir faire tout le pourtour là, aller tourner vers la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin pour venir en Algérie. Vous ne pouvez même pas passer par l'espace aérien et ça fait un coût en énergie, ça fait un coût sur les billets d'avion, etc. Donc, si la CEDEAO peut nous ménager, nous aussi on peut ménager la CEDEAO. D'accord. Ça c'est de deux. De trois, si la CEDEAO met à exécution ces menaces, mais ça veut dire que la CEDEAO ne va plus participer à la sécurisation du Sahel. Or, si le Sahel ne parvient pas à se sécuriser, c'est tous les États côtiers de la CEDEAO qui vont en pâtir. Donc, les menaces sont réciproques. C'est l'équilibre de la terreur. Voilà. Ces mesures annoncées de visa, est-ce que le premier pays qui a quitté la CEDEAO, ces mesures ont-elles été appliquées à ce dernier, notamment la Mauritanie? Non, la Mauritanie, ils ont compris que la Mauritanie, là, ce n'est même pas un pays membre de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont beaucoup plus proches du Maghreb et autres là. Donc, ça n'a pas fait beaucoup d'effet. Mais 3 pays en même temps, c'est quand même beaucoup. D'accord. Alors... Moi, je crois que les menaces ne seront pas mises à exécution. Ce qui sera fait, c'est un protocole, un traité entre l'AES et la CEDEAO. D'accord. C'est le plus probable. D'accord. Établir un visa entre les pays de l'AES et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est-il possible? Moi, je prends ça comme un tentage pour pousser à ces 3 États qui ont décidé de partir, de faire marche arrière. Parce qu'ils ont encore jusqu'en janvier pour le retrait total. Selon la CEDEAO, même si selon nos chefs d'État, le retrait est immédiat. C'est juste une manière de les pousser à réfléchir, si possible faire marche arrière. Sinon, le visa, je ne pense pas, franchement. Alors, que pensez-vous du profil des médiateurs Faye du Sénégal et Nyassembe du Togo, Faye d'ailleurs qui est novice, si on peut le dire ainsi? Pas bien compris. Que pensez-vous du profil des médiateurs, notamment les facilitateurs que la CEDEAO a désignés au cours de son sommet qui s'est tenu hier? Oui, peut-être ils peuvent venir négocier, mais pas pour quand même le retour de ces États dans la CEDEAO. Peut-être, comme l'a dit Maître, peut-être ils peuvent penser à des traités pour permettre à ces États de coopérer avec les autres membres de la CEDEAO. Sinon, ils ne vont pas quand même venir pour négocier le retour de ces 3 pays dans la CEDEAO. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Faye qui avait déjà tenté une médiation lorsqu'il est arrivé ici au Mali, mais rassurant qu'il n'est pas mandaté par la CEDEAO pour rapprocher les pays de l'AES à l'organisation sous-régionale. Il est novice, il vient juste d'arriver, il est désigné facilitateur pour rapprocher les 2 États. Est-ce possible? Que pensez-vous de son profil d'ailleurs? Bon, moi j'aurais souhaité une cohabitation AES-CEDEAO avec des accords bien clairs, que chacun tire le meilleur de ses intérêts là-dedans. Mais si les événements sont tels que la rupture est consommée, eh bien, Faye, c'est pour la forme. C'est pour la forme, sans quoi, là, on n'est pas arrivé à un point de non-retour. Mais on est allé trop loin pour que, aussi facilement, Faye et les 2 autres là, et puis même leur personnalité, nos rapports, les affinités entre les États, il aurait fallu, parmi eux, prendre d'autres qui soient neutres pour que ça marche. Mais ceux qu'ils ont choisis ne seraient pas mon choix. Et il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ceux-ci qui devraient d'abord venir négocier. Si ça ne marche pas, on va brandir des menaces. Mais nous sommes déjà menacés. La CEDEAO savait qu'elle va engager une médiation, mais elle a déjà brandi des menaces. Ça complique. Ça complique. Même par orgueil, si c'est moi, je ne céderai pas. Advienne que pourra. Je ne céderai pas. Et puis, il n'y a que le travail qui libère. CEDEAO ou autre chose là, c'est pas vrai. Ceux qui ont réussi n'ont rien de plus que nous. Et Maliens, Dieu nous a dotés mieux que ceux qui ont les ports.
on démolit ton bâtiment là tout de suite, on trouvera de l'or, du diamant, du pétrole dessus. Mais nous sommes en train de mourir misérables dessus. Réveillez-vous, la jeunesse. Allez-y, parce que demain, la technologie va être telle que les gens vont venir. Hein. Si vous n'êtes pas bien formés, vous serez des simples employés de ces gens-là. Vous croyez en l'avenir. Sachez que ces gens ont sémé la graine du bonheur futur. Mais ça ne va pas sans souffrance. Ça ne va pas sans abnégation. Ça ne va pas sans patriotisme. CEDEAO ou pas, nous allons vivre ensemble, ces deux peuples-là. Tu sais, les frontières là, souvent tu as ton champ en Guinée et toi-même tu loges au Mali, à Kouroumalé. Tu as ta deuxième famille, ta petite femme là, elle est en Guinée, Kouroumalé, et toi tu es à Kouroumalé malien. Est-ce qu'une CEDEAO ou quoi peut te dire de ne plus aller là-bas ou prendre un visa pour aller dormir chez toi? C'est un rêve, mais les peuples vont régler les comptes. Maître, les présidents sénégalais et le président togolais ont-ils les armes nécessaires pour trouver un consensus entre la CEDEAO et les dirigeants de l'AES? En fait, il est toujours possible de trouver un consensus. Mais l'une des conditions de ce consensus est l'abrogation de l'accord additionnel, du protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie qu'a adopté la CEDEAO dans les années 2000. C'est ce protocole qui prévoit des sanctions économiques et même militaires contre les États où l'ordre politique est rompu par des coups d'État. Si ce protocole est abrogé, moi je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il y ait un retour de l'AES dans la CEDEAO ou à tout le moins à un accord d'association ou de partenariat entre la CEDEAO et l'AES, ce qui revient à la même chose. Donc moi je suis plutôt optimiste, quoi. Les méthodes là, ça, comme un intervenant l'a dit, c'est du chantage, mais après la réalité va reprendre ces trois. Parce que si tu sanctionnes les trois États, ils ont aussi les moyens de riposter. Est-ce à dire, si toutefois les États de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO venaient s'entendre sur ce que vous venez de dire, que pensent des citoyens de ces trois pays, de leurs dirigeants qui ont annoncé, qui ont dit que cette décision est irrévocable? Mais vous dites que quelque chose est irrévocable aujourd'hui, mais la réalité de demain peut vous rattraper et vous faire changer ta vie. Un homme d'État change ta vie lorsque l'intérêt supérieur du pays le commande. Par exemple, il avait été décidé de mettre fin à la transition dans un délai. Après, le délai a été prorogé, non? Hein? Allez-y. Donc, on peut dire une chose aujourd'hui et une autre chose demain. On n'est pas dans une mosquée, hein? D'accord. Est-ce possible que les pays de l'AES reviennent en arrière? Bon, je pense qu'ils sont partis très loin pour revenir en arrière, selon moi. Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Même s'ils vont revenir en arrière, pas avec les dirigeants actuels. Donc il n'y a aucune chance que cette médiation réussisse? Je n'y crois pas. Y a-t-il une chance que cette médiation réussisse? Je crois toujours. L'AES se plaint de certaines situations. C'est pourquoi elle a voulu prendre son destin en main. Mais si demain la CEDEAO, comme Maître l'a dit, acceptait d'améliorer les textes en abrogeant les trucs dérangeants pour les membres de l'AES, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de truc, on ne se retrouve pas. Non, on peut se retrouver à tout moment, mais pas tout de suite. Les esprits sont chauffés et puis nous, on croit à notre affaire. Il faut qu'on trouve des difficultés pour qu'on accepte de revenir un peu avec ceci. Mais aujourd'hui, quelle que soit la situation, l'AES verra le jour et le processus va continuer. Le processus va continuer. C'est sur ce mot de Mahamadou Doucouré que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur les sommets de l'AES et de la CEDEAO. Des rencontres qui secouent. Nous étions avec Maître Cheikh Oumar Konari, avocat et analyste politique qui était au téléphone. Yida Seydou Adjal, spécialiste des questions sécuritaires et de gouvernance. Mahamadou Doucouré, vice-président du Front Uni pour
la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fizi-Mali. Ce débat vous a été présenté par Imirana Akilo Maïga à la régie vidéo et son, Seydou Dawo et Ibrahim Sanogo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.